La petite République de Géorgie a connu la guerre en août 2008, alors où en est-on 2 ans après le conflit? La situation sur place n'est pas réglée diplomatiquement entre les belligérants, ni réglée en termes de sécurité pour les habitants. Les mobiles de guerre sont toujours présents et pourtant une guerre ne semble exister que si on en parle. Voilà donc quelques nouvelles de la Géorgie, en s'appuyant sur la géographie, l'histoire et l'analyse de la trêve actuelle. Le premier élément à prendre en compte, c'est la géographie. La Géorgie est au nord-ouest du Moyen-Orient et au sud des monts du Caucase qui la séparent de la Russie. Elle est voisine de la Turquie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et bien sûr de la Russie par une frontière avec la Tchétchénie, ce qui n'est pas sans importance. C'est un pays dont la forme physique donne un petit peu l'impression d'être un pont entre l'Europe et l'Asie, entre mer Noire et mer Caspienne. Une telle géographie a une conséquence. Cette situation favorise passage et brassage des peuples. En Géorgie vit le peuple géorgien, mais aussi des Arméniens, des Russes, des Grecs, des Azéris, des Tchétchènes, et des peuples que l'on connaît moins, des Abkhazes et des Ossètes. L'histoire vient confirmer que ce territoire est un lieu d'invasion. On peut retenir quelques étapes. Chrétienne, dès le IVe siècle après Jésus-Christ, la Géorgie connaît l'influence des Byzantins et des Perses sassanides avant d'être conquise au 7e siècle par les armées arabes. Unifié par la dynastie des Bagratides, le royaume géorgien est ensuite écrasé par les armées mongoles de Tamerlan à la fin du XIVe siècle. Le territoire géorgien devient ensuite le théâtre, dès le XVIe siècle, de la rivalité entre l'empire des Perses, séfévides, et celui des Turcs ottomans, avant d'être face, fin XVIIIe, à un autre impérialisme naissant, majeur, venant du nord, celui de la Russie. Or, royaume chrétien, la Géorgie fait appel justement à la Russie pour se protéger des Perses. Moscou, qui se voit comme la troisième Rome, fait de la Géorgie un protectorat avant d'en décider unilatéralement l'annexion en 1801. Le pays est ainsi progressivement soumis et russifié. En 1918, profitant de la fin de l'Empire ottoman et du chaos post-révolutionnaire en Russie, la Géorgie devient indépendante en se dotant d'un gouvernement menchevique. Mais en 1921, les armées bolcheviques mettent un terme à la Géorgie social-démocrate et proclament la République socialiste soviétique de Géorgie en février 1921. L'élite géorgienne est décimée lors de la période des purges staliniennes. D'ailleurs, pour mémoire, je vous rappelle que Staline était lui-même géorgien, et il va, comme d'ailleurs souvent en Russie, utiliser cette fragmentation des peuples vivant en Géorgie pour façonner autant de divisions administratives. Ce qui se traduit dans la géographie politique du pays et entraîne des conséquences dont on ressent encore les effets directement aujourd'hui. Sous Staline, le territoire des Abkhazes, l'une des plus anciennes populations du Caucase, devient république autonome de l'Abkhazie. De même, les Ossètes, peuples vivant de part et d'autre de la chaîne du Caucase, sont séparés en 2 entités politiques. Une Ossétie du Nord, en Russie, et une Ossétie du Sud, en Géorgie. Et lorsque la Géorgie devient à nouveau indépendante, et là au moment de l'éclatement de l'URSS en 1991, Tbilissi n'a en fait qu'une forme de souveraineté limitée. D'abord parce que Moscou n'a jamais tout à fait admis cette indépendance, mais aussi parce que les fragmentations administratives de l'époque stalinienne que l'on vient de voir n'ont jamais pu être résorbées, car à l'indépendance de la Géorgie répond la demande d'indépendance des 2 républiques autonomes. Suivez bien, c'est compliqué. Les Ossètes du Sud demandent leur rattachement à l'Ossétie du Nord, c'est-à-dire à la Russie. Cela conduit à des affrontements militaires, des déplacements de population, interrompus par l'arrivée, en 1992, de troupes russes en Ossétie du Sud, qui vit depuis hors de la juridiction de Tbilissi. Maintenant, les Abkhazes déclarent eux aussi leur région indépendante en 1992. Ils attaquent les forces géorgiennes et, aidés par les troupes russes, sont vainqueurs des combats en 1993. Et l'Abkhazie, depuis ce conflit, vit comme une entité indépendante avec son président et ses propres forces armées.
Au nord-est de la Géorgie, enfin, on trouve les gorges de Pankhissi. C'est une zone qui échappe là aussi au contrôle de Tbilissi. Ces gorges sont frontalières de la Tchétchénie. La région est connue pour être au cœur de divers trafics et elle accueille de nombreux réfugiés tchétchènes. Et Moscou accuse la Géorgie de servir de base arrière aux combattants tchétchènes. Voilà, tous ces éléments, séparatisme armé, territoire non contrôlé, trafic de drogue, d'armes, d'uranium, plus la proximité du conflit tchétchène, tout cela maintient la Géorgie dans l'instabilité et dans l'incapacité de contrôler la totalité de son territoire. Et une telle situation a évidemment laissé à la Russie un levier pour se maintenir dans une région qui est stratégique et en conservant des troupes en Abkhazie et en Ossétie. Voilà donc résumé la situation qui a conduit à la guerre éclair du mois d'août 2008, lorsque le président de la République géorgienne, Mikhail Saakashvili, élu en 2004 et réélu en 2008, a voulu, par les armes, restaurer l'intégrité territoriale de la Géorgie. Le jour de l'ouverture des JO de Pékin, le 8 août 2008, il lance une offensive militaire contre l'Ossétie du Sud. La petite armée géorgienne n'obtient aucun résultat militaire, sauf d'attirer l'attention internationale. Elle est très rapidement battue par l'armée russe, qui pénètre dans le territoire géorgien par l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Le port de Poti sur la mer Noire est bombardé, et les Russes, occupant la ville de Gori, se retrouvent ainsi à seulement 50 km de la capitale, Tbilissi. La médiation de l'Union européenne obtient que Moscou se retire du territoire géorgien et que ses troupes rentrent en Russie à la frontière de la Géorgie, sauf que les frontières pour Moscou, ce sont désormais celles des territoires sécessionnistes dont elle a reconnu immédiatement l'indépendance, et non plus celles internationalement reconnues de la Géorgie. Viennent alors se placer en force d'interposition entre Abkhazie et Géorgie une mission des Nations Unies, la MONUG, une mission de l'OSCE et une mission de l'Union européenne. Mais le mandat de la MONUG a expiré le 15 juillet 2009, après le veto russe au Conseil de sécurité, interdisant la poursuite de sa présence. Seules désormais les troupes de l'Union européenne, les missions de contrôle, patrouillent entre Ossétie du Sud et Géorgie, à proximité de Tbilissi. Les 250 observateurs de l'Union européenne restent déployés sur la ligne de démarcation entre troupes russes et géorgiennes. Mais non armés, ils sont vulnérables à la moindre montée des tensions, n'ayant d'ailleurs nul mandat de riposte armée. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, 2 ans après la guerre. La Russie conservant un niveau élevé de troupes dans les parties abkhazes et ossètes sécessionnistes, c'est-à-dire en contravention avec les accords de cessez-le-feu. Alors pourquoi ce maintien des troupes russes? Il y a en fait plusieurs facteurs, et pour bien comprendre, il faut changer d'échelle. Premier facteur, la Géorgie a une frontière directe avec la Turquie, qui est un membre important de l'OTAN. Or, la Géorgie a fait en 2006 une demande d'adhésion à l'OTAN. Et Moscou estime que cette candidature s'inscrit dans une stratégie d'encerclement de la Russie par l'OTAN. Deuxième facteur, la position géographique de la Géorgie fait de ce pays, avec sa côte sur la mer Noire, sa position entre Azerbaïdjan et Turquie, un couloir pour le transit des hydrocarbures de la Caspienne vers l'Europe. Et de plus, l'Azerbaïdjan, depuis son indépendance de 1991, ne veut plus dépendre de Moscou pour exporter son pétrole. Donc depuis 1999, ce pays utilise l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Soupsa, et depuis 2006, l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, appelé le BTC, et qui permet d'exporter une plus grande quantité de pétrole azéri directement vers la Méditerranée. Un gazoduc a été également ouvert en 2007 entre Bakou et Erzurum via la Géorgie pour exporter le gaz du Turkménistan. Donc la carte nous permet de constater que ces réseaux contournent le territoire de la Russie. On a donc une situation de rivalité entre d'une part la Russie, qui tente de contrer toute nouvelle infrastructure ne passant pas par son territoire, et l'Union européenne, qui cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz pour modérer sa dépendance à l'égard des importations d'hydrocarbures russes.
Alors en fait, la Russie ne s'est pas conformée aux points principaux de la trêve signée sous l'égide de l'Union européenne. Elle a imposé le fait accompli, elle a en fait roulé ses interlocuteurs, notamment le français Sarkozy, trop pressé de signer. En fait, la guerre de 2008 a révélé la double vulnérabilité de la Géorgie. Les oléoducs ont été fermés par précaution lors de cette guerre, et la présence de troupes russes en Abkhazie et en Ossétie rend très improbable toute réintégration de ces territoires par la Géorgie. Donc, Tbilissi voit s'éloigner la perspective de son intégration au sein de l'OTAN. La Russie a pu montrer qu'elle pouvait lancer son armée contre un État souverain, en redessiner les frontières unilatéralement, sans encourir de sanctions notables de la part des pays de l'OTAN, et afficher une victoire militaire rapide contre un pays petit, mais tout de même armé et entraîné par les États-Unis. Alors le message est triple. Revanche sur l'indépendance du Kosovo, dont Moscou ne voulait pas, aux Occidentaux faire oublier l'impuissance qui a été la sienne face aux élargissements successifs de l'OTAN, et à l'Ukraine bien lui indiquer ses risques et sa marge de manœuvre. Alors vous pouvez lire Guerre et paix au Caucase aux éditions du Non-Lieu, vous pouvez aussi lire l'Atlas géopolitique du Caucase aux éditions Autrement, et puis la très bonne revue Questions internationales à la documentation française consacre un numéro à cet espace de convoitise.